négociations au GIGN, avec le recul, c'est plutôt des négociations qui sont simples. C'est bien plus simple que de vendre un truc à quelqu'un qui n'a pas voulu l'acheter. Un des gros freins à la négociation, c'est l'ego, c'est l'émotion, c'est tout un tas de trucs qui font qu'on devient irrationnel. Est-ce que tu as un truc pour rester calme, rester rationnel? Ne restez surtout pas calme en toute situation. Pitié. Quand je lis des trucs du genre la négociation, c'est faire preuve de sang-froid, c'est maîtriser ses émotions, mais bullshit intersidéral. Les gens qui disent ça écrivent des bouquins au chaud dans un bureau. Maîtriser ses émotions, c'est absurde. J'ai géré des grands paranoïaques, des schizophrènes et ainsi de suite. Et c'est assez limité l'idée de rentrer dans la folie de quelqu'un. Des fois, ça va à des endroits où c'est complètement inattendu, c'est complètement indéchiffrable. Il y a du risque et de la dangerosité. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire récemment en business où quelqu'un vient te voir, pensait qu'il n'y avait plus de solution, tu lui fais changer de perspective ou tu lui fais voir un angle qu'il n'avait pas du tout anticipé? Dans le monde de la mode, j'ai eu un client en conflit ouvert avec... On a réussi à faire en sorte que ce contentieux se règle, alors que ça aurait pu être une guerre nucléaire et les deux auraient pu perdre des millions, voire des dizaines de millions, bêtement en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans Métier de rêve. Aujourd'hui, on reçoit David Corona. David, tu étais négociateur au GIGN. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, négociateur en entreprise. Tu aides des dirigeants à négocier des deals, notamment dans les fusions-acquisitions. On te reçoit aujourd'hui pour comprendre un peu tous les tenants et aboutissants d'une négociation, quelle qu'elle soit. Il y a des négociations avec des enjeux capitaux face à un terroriste, il y a des négociations plus légères, salariales ou encore plus légères en famille. C'est quoi tes tips un peu pour être bon en négociation? Alors des tips, il y en a assez peu et en même temps on pourrait en parler pendant des heures. On peut écrire des bouquins sur les types de négociation, on peut s'en inventer des milliers. Si je devais revenir aux tips les plus importants, c'est déjà d'écouter au moins 2 fois plus que ce qu'on parle. C'est d'arriver à ventiler ou à exprimer ses émotions dans une négociation, même la plus stratégique, faire preuve d'authenticité. Mais surtout, pour moi, le game changer, est ce que j'ai découvert sur ces 15-20 dernières années dans une négociation, ce qui change absolument la phase d'une négociation, c'est de comprendre vraiment avec qui tu négocies. Quel est le profil de ton interlocutrice ou de ton interlocuteur. Et ça, quand tu commences à comprendre avec qui tu négocies, quelles sont ses failles, quelles sont ses forces, quels sont ses enjeux, ses besoins, les émotions cachées, les choses qui sont latentes ou protégées, tu changes complètement d'univers de manière stratosphérique dans une négociation parce que tu arrêtes d'appliquer bêtement des process que tu as pu lire dans des bouquins ou voir dans des formations en te disant ce truc-là, ça marche avec tout le monde parce que c'est le process qui est le plus important. Non, ça marche pas avec tout le monde déjà. Tu te rendras compte que ce soit en négociation commerciale, syndicale ou financière, il y a des deals qui ne se closent pas et c'est toujours les mêmes proportions. Il y a toujours 20-30% de deals. On ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à les closer. Et en fait, on n'arrive pas à les closer parce qu'on ne comprend pas bien avec qui on discute, quelle est la psychologie, la manière de fonctionner de l'autre. Et dès qu'on arrête de se concentrer sur soi, sur la situation et sur le process et qu'on commence à comprendre qui est l'autre, on augmente son nombre de deals closés, quel que soit l'univers. Comment tu fais pour réussir à comprendre la personne en face de toi? Parfois, tu es dans des négociations, les gars sont hyper tendus, ils se disent, je ne veux pas me livrer, ils arrivent très très fermés dans la négociation, ils veulent rien laisser voir, parfois même, ils veulent même plus te parler autrement que par avocat, que par écrit et tout ça, ils ont très très peur. Comment tu fais pour recréer un climat humain, authentique, dire, attends, toi, qu'est-ce que tu veux, moi, qu'est-ce que je veux, est-ce qu'on peut juste mettre ça sur la table, quoi? Alors déjà, tu me donnes énormément d'infos dans ce que tu m'expliques, dans la situation que tu imagines. Les gens se mettent à distance, ils ont peur, ils veulent plus parler. Ça, c'est un signe d'anxiété, voire de faiblesse, voire de déni de la situation. Alors, il y a la situation dans celle que tu as évoquée où les gens n'ont plus du tout envie de parler et c'est la fin d'une négociation, c'est la fin d'une discussion, c'est la fin d'une relation aussi, qu'elle soit d'amitié, amoureuse ou autre. Mais dans tous les autres cas, à partir du moment où la personne elle est en discussion, en opposition, même de manière pas agréable, même quelqu'un qui t'insulte, qui t'envoie des mails nuls ou qui te parle mal, bah, elle est toujours dans la pièce, elle est toujours face à toi, elle est toujours en opposition et il y a toujours un fil sur lequel tu peux tirer, que tu ne vois peut-être pas, ou auquel tu n'as plus accès parce qu'émotionnellement tu es retranché dans ton camp. Et, et pour moi, le fait d'arriver à comprendre ces rideaux derrière lesquels
les émotions sont présentes, les besoins sont présents. Ça, c'est vraiment game changer dans une négociation. Il y a des cas qui sont perdus. Il y a aujourd'hui des clients qui viennent te voir où on ne peut plus rien faire. C'est fini. Oui, mais en fait, ce que j'explique en formation, c'est que parfois, gagner une négociation, en tout cas gagner la partie dans la négociation, c'est se rendre compte que la négociation est perdue. Et se dire comment est-ce que je perds le moins possible dans cette dissymétrie complète des forces, comment est-ce que j'analyse la situation, les parties prenantes, la stratégie, les risques de chacune des parties pour me rendre compte que ben, j'ai aucune ficelle à tirer et que c'est mort. Et comment est-ce que je commence déjà à préparer mon équipe ou à me préparer moi à faire un deuil de me dire que c'est mort, sans venir attaquer la confiance que j'ai en moi, sans venir détruire mes compétences et en étant dans un reconditionnement opérationnel de pouvoir me relancer dans la prochaine négociation, sans être marqué, sans être traumatisé, sans disparaître de mon écosystème, de mon entreprise ou de mon réseau. Et ça, déjà, c'est une énorme chose. Marc, t'es là? Ouh, Marc. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Jeannot? Tu m'as l'air tout paniqué là. C'est grave? Bien sûr que c'est grave, je viens de tout perdre, toutes mes cryptos disparues. Vanish. Non mais Jeannot, tu trolls sérieux. T'es pas sur Coinbase? C'est l'endroit incontournable pour acheter des cryptos. Et en plus, c'est le plus sécurisé dans toute l'Europe. Mais mec, la sécurité en crypto, ça existe pas. Même moi, je peux te hack. Tout le monde peut te hack. Non mais mec, t'as pas compris. Regarde ça. Coinbase, c'est un broker crypto qui possède l'autorisation MiCA et qui est étroitement régulé en Europe. Sa maison mère, Coinbase Global, est aussi coté en bourse aux États-Unis. Ça veut dire qu'il publie des rapports financiers audités tous les trimestres. Articule, je ne comprends rien, Marc. C'est du charabia ton truc. Mec, me chauffe pas trop, sinon je vais être obligé de te remettre un tunnel sur Coinbase. Depuis que je me suis mis à la crypto, j'utilise que ça. C'est hyper intuitif, c'est eux qui nous avaient invités au Valorant Champions, tu te rappelles pas? Ah mais tu parles de Coinbase. Là on avait joué à 2XKO Valorant Champions. Bien sûr mec, je me souviens. Mec, va vraiment falloir que je te coach sur les cryptos là, mais j'ai pas le temps, je suis avec un invité. Donc, juste un conseil, télécharge l'appli Coinbase, je t'ai mis le lien en description, ça va vraiment être hyper utile pour tous tes invests en crypto. Et les amis, en bonus pour vous uniquement, pas pour Jeannot, si vous investissez 30 €, Coinbase vous offre 30 € en plus en Bitcoin. Pour rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement et n'investissez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Encore merci à notre partenaire Coinbase de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne. On revient tout de suite pour l'épisode Métier de rêve. À quel point est-ce que tu bosses avec des avocats? Parce que souvent quand on se lance dans une négociation, on se dit bon ok, worst case scénario, voilà, on va au charbon, je bosse avec des avocats, et les avocats me disent bon tu pourras obtenir ci ou ça décemment. À quel point toi, dans ce que tu fournis à tes clients, c'est un service que tu fournis ou au moins tu es conscient de légalement ce qu'on pourra obtenir En fait, je bosse main dans la main avec plusieurs acteurs. Les avocats, c'est ceux avec lesquels je bosse le plus. Droit des affaires, pénaliste, droit financier. Je bosse aussi avec des agences public relations. Je bosse aussi avec des agences de renseignement privées. Et en fait, moi, je viens permettre à certains acteurs d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Je viens de permettre aussi aux avocats, par exemple, à coacher, conditionner, préparer, imaginer des scénarios catastrophes ou des conduites à tenir dans le cadre de certaines négos pour le dirigeant ou la dirigeante qui est accompagné. Je viens sécuriser des décisions, je viens apporter de la stabilité émotionnelle, je viens profiler les parties prenantes aussi en leur disant « Ok, donc légalement pour votre partie, il faudrait qu'on obtienne ça ou ça. Si vous attaquez de cette manière-là ou si vous présentez de cette manière-là, il y a de fortes chances que cette personne dans son profil réagissent bien ou mal à ça. Ensuite, c'est votre choix d'avocat que de se lancer dans cette stratégie. Et si vous voulez prendre à droite ou à gauche, ben, je vous suivrai. Et je viens accompagner tout l'écosystème autour du client ou de la cliente pour essayer d'apporter de la sérénité, de la visibilité et de la capacité à agir quand ça ne se passe pas bien. Ouais, c'est ça, parce que je te partage une expérience moi, que j'ai eue, voilà, d'une négociation très complexe. Tu vois, j'étais dans une grande banque américaine, au bout de 7 ans, je vais quitter la banque, voilà, et donc je me lance dans une négociation comme ça. Je suis accompagné par des coachs dans cette négociation, mais voilà, c'est un truc où tu deviens vite parano, tu as l'impression qu'un peu tout le monde, c'est un grand jeu politique, tout le monde t'instrumentalise un peu, chacun veut servir un peu ses intérêts, tout ça. Ce qui m'a énormément aidé, au-delà de vraiment du coaching dans la négociation pure et dure, c'était ce côté, je leur donne ma charge mentale en fait, et voilà, je leur faisais des transcripts écrits derrière, et ils ont aussi fait un accompagnement, parce que c'était un moment moi où j'étais en dépression qui était très complexe pour moi, quoi. À quel point toi aujourd'hui tu fournis ce service-là un peu presque de psy, quoi, sur une personne qui peut Alors c'est toujours le cas, et c'est le cas depuis que j'ai commencé au GIGN. Je le faisais déjà avec des victimes, ensuite je l'ai fait en fait.
Pour te donner une idée, j'ai égrené les univers les plus compliqués ou les plus pressurisants de l'intérieur. Donc j'ai géré des négociations au GIGN avec des preneurs d'otages, des forcenés, des terroristes. Je l'ai fait ensuite en quittant le GIGN dans le sport de haut niveau, jusqu'aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Et je suis venu encore apporter de la stabilité émotionnelle et de la capacité à prendre des décisions ou à se concentrer ou à se motiver dans ces univers-là. Et ensuite, naturellement, j'ai glissé vers l'entreprise et j'ai trouvé des individus qui étaient dans les mêmes dynamiques, avec les mêmes fonctionnements. Enfin, je veux dire, un dirigeant ou une dirigeante qui est dans l'ultra-performance de tenir à bout de bras une boîte, d'avoir une équipe, de faire face à la concurrence, de faire face aux aléas du marché, c'est la même personne qui aurait pu être aux Jeux Olympiques à un autre endroit, et c'est la même personne qui aurait pu être dans les colonnes des forces spéciales pour se dépasser et faire quelque chose en équipe. Donc j'ai juste changé de géographie et d'univers, mais j'ai pas changé de job. Et en fait, cet aspect psy que tu dis émotionnel, pour moi, il fait partie intégrante de l'écosystème, parce que venir accompagner une personne qui est dans la difficulté en lui disant les émotions et le psy, c'est pas moi, tu vois quelqu'un d'autre, pour lui apporter de la technique, n'importe quel bouquin est capable de faire ça en fait. N'importe quelle notice de gestion des émotions est capable de faire ça. Par contre, arriver à comprendre la personne, l'accompagner, lui donner de la lisibilité, et moi, quand tu me racontes cette expérience-là, j'ai envie de te dire, moi, quand j'accompagne des gens comme toi, tu l'as été à l'époque, j'essaye de comprendre leur psychologie, comprendre comment leur faire récupérer du pouvoir, comment leur faire récupérer de la confiance en eux. Et ensuite, j'essaye d'éclairer toutes les zones de manière prédictive de ce qui pourrait se passer pour qu'à la fin, ils ou elles prennent la décision d'aller à gauche ou à droite. Parce qu'à la fin, il ne faut pas déresponsabiliser les gens de leur réussite. Parce que dans ta situation, moi j'aurais eu à cœur par exemple que tu puisses te dire à la fin, j'ai tenu bon, j'ai traversé la situation, j'ai pris des décisions, je m'en relève et je sors grandi de ce truc-là. Et oui, j'ai été accompagné, mais c'est pas le coach qui a fait ça à ma place, c'est pas grâce à mon avocat essentiellement, parce que il faut pas voler leur défaite aux gens, il faut pas leur voler leur victoire non plus, il faut apprendre de ça et continuer à avancer. Et moi, j'aurais plutôt tendance à avoir envie de t'éclairer pour que tu puisses avoir assez de stabilité et d'ouverture d'esprit pour prendre des décisions qui te concernent. Parce qu'en fait, à la fin, c'est toi qui vas payer cette addition, qu'elle soit financière, émotionnelle, humaine ou en termes de trajectoire de vie. Ouais, complètement. Bah, c'est l'approche qu'ils ont eue et je suis très content, 5 ans plus tard, du choix, effectivement, qu'ils m'ont accompagné à faire, mais je sentais que c'était mon choix, quoi. Alors, pour repartir au tout début, Ouais. David, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu, toi, tu as grandi? Franchement, j'ai grandi à la campagne, à la montagne. J'ai grandi comme Tom Sawyer, en short, pieds nus, à courir dans la rivière, à attraper des salamandres à la main. J'ai grandi comme un enfant sauvage dans un petit bled de 15 000 habitants dans le sud de la France, dans la Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et donc, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce que j'allais faire. J'ai eu une enfance assez classique, un parcours classique, jusqu'à ce que j'ai 15 ans et que je vois en direct à la télé une prise d'otage à Marignane le 26 décembre 1994, où j'ai vu en direct le GIGN monter à l'assaut d'un avion Airbus qui était posé à Marseille avec 4 terroristes à l'intérieur et plus de 200 passagers, et qui sont intervenus, qui ont sauvé tous les passagers, qui ont neutralisé tous les terroristes. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, quoi. Et donc, ça l'a beaucoup fait rire ce jour-là. Mais j'ai fait preuve de ténacité et j'ai mis 15 ans à traverser toutes les épreuves, de rentrer en école de gendarmerie, de passer les tests du GIGN, de les rater une première fois, puis de les réussir une deuxième fois. Et 15 ans plus tard, pour mes 30 ans, je suis rentré au GIGN et j'ai été affecté officiellement. Alors déjà, le GIGN, voilà, pour ceux qui ne savent pas trop, est-ce que c'est la même chose que le MI6 anglais ou la CIA américaine, ou ça n'a rien à voir ou... Non, alors là, ce que tu me cites, c'est plutôt des agences qui font du renseignement et un tout petit peu d'intervention. Le GIGN, c'est l'unité antiterroriste française. Euh, c'est l'équivalent un peu plus musclé d'un SWAT aux États-Unis, par exemple. C'est à mi-chemin entre les SAS anglais, le GSG-9 allemand. C'est des forces spéciales, une unité spéciale de contre-terrorisme, mais qui gère des prises d'otages, des forcenés, du trafic d'armes, des go-fast, qui s'occupent de tout ce genre de situations très compliquées, des enlèvements en France et à l'étranger pour le compte du ministère des Affaires étrangères. Et depuis quelques années, le GIGN gère aussi des ransomware
des cyberattaques avec Ok. des hackers, quoi. Alors, tu dis que ça a été un processus assez long pour y rentrer. Rapidement, pour ceux que ça pourrait intéresser d'y rentrer, c'est quoi le parcours comment est-ce qu'on rentre au GIGN? Alors, il faut être gendarme, déjà, il faut avoir 24 ans minimum et 34 ans maximum. Ensuite, tu dois passer une semaine de test physique, durant laquelle il y a à peu près 150 candidats. Et l'idée, c'est de retenir les 50 plus athlétiques, ou en tout cas les 50 plus performants. Et ensuite, ces 50, ils les mettent sous pression forte pendant 3 mois. Et de là, avec du manque de sommeil, de l'eau froide, de l'incertitude, des épreuves physiques, des sports de combat, de la capture, de la torture, tout un tas de joyeusetés, comme je les appelle, qui n'ont de limite que l'imagination des instructeurs. Ils passent de 50 à une grosse dizaine. Et ces 10-là, 10-12, ils vont les mettre 1 an en formation pour l'en faire des pilotes de motos, de véhicules, des snipers, tirer à toute arme, intervenir dans des avions, des bateaux, des trains, faire du parachutisme, de l'hélicoptère, intervenir en voiture. Et donc ça dure 1 an. Et au bout d'1 an, on te remet ton brevet et tu rentres en section opérationnelle. Et donc là, il y a 4 sections opérationnelles au GIGN à Versailles. Et puis il y a des antennes régionales du GIGN un peu partout en France et en Outre-mer. C'est quoi le profil des personnes qui rentrent au GIGN? On s'imagine des surhommes hyper musclés, avec plein d'aptitudes et tout ça. Alors, c'est surtout des gens motivés. C'est des gens qui ont de la résilience au sens de savoir faire preuve d'abnégation, savoir faire preuve d'engagement, savoir faire preuve d'humilité, de remise en question, et qui ont envie de servir leur pays. Donc, non, il n'y a pas de super-héros au sens où on peut les voir dans les séries américaines, mais plutôt des gens qui ont la tête bien faite, qui sont câblés mentalement, psychologiquement, qui sont en capacité de prendre des décisions sous contrainte. Bien sûr, qui athlétiquement ont le minimum syndical pour rentrer dans ce genre d'unité, parce qu'il faut arriver à avoir un casque pare-balles sur la tête qui pèse 5 kilos, un gilet pare-balles qui en pèse 15, prendre un bouclier pare-balles qui pèse 25 kilos, ça peut monter jusqu'à plus de 50 kilos de matériel en intervention sur le dos. Donc il faut un minimum de sport régulier. Mais c'est pas ça qui caractérise les femmes et les hommes du GIGN. C'est surtout ce qu'ils et elles ont dans la tête quand ça devient difficile et ce qu'ils sont capables d'en faire. Ça ressemble à quoi? Donc, tu arrives au GIGN à 30 ans, ça ressemble à quoi tes premières missions? Est-ce que tu t'en rappelles un peu? Ah bah, ça part tout de suite. Je pars sur un Go Fast, je crois, la première semaine. J'ai un forcené la première semaine également. 3 semaines après, je suis projeté en Guinée-Conakry, qui est un pays qui a subi un putsch militaire. Je vais y rester 6 semaines d'ailleurs. Ensuite, je vais revenir. Il va y avoir d'autres prises d'otages. Je passe mes semaines à faire de l'hélicoptère, du parachutisme, des sports de combat. Je tire avec 7, 8, 10 armes différentes que j'ai affectées personnellement et qui sont réglées. C'est des semaines, des mois et des années de malade quand même. Et ça te plaît à ce moment-là, ouais? Ouais, je sais pas si on peut faire un métier. Alors bien sûr, il faut avoir de l'appétence pour ça, mais je sais pas si on peut faire un métier qui est plus euh, intrépide, plus nourrissant et plus riche et dense en si peu d'années. Alors ton corps le paye hein, à coup de blessures et d'accidents mais intellectuellement, c'est assez fou de traverser cette expérience-là. C'est une vie où tu peux avoir une vie privée ou c'est impossible, t'es envoyé un peu partout, dans tous les sens. C'est une vie où il faut absolument et de manière nécessaire avoir une vie privée. Si tu commences à ne vivre plus qu'au travers de l'unité des missions, il y a un déséquilibre qui se crée. On y vit quand même des choses très très dures. Parfois, c'est difficile de rentrer de mission et de digérer ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti. Donc c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, le profil type d'un opérationnel du GIGN, c'est un gars qui a entre 27 et 30 ans, qui est en couple au minimum, voire marié, voire avec déjà un enfant ou deux. On cherche plutôt des gens qui ont de la maturité, de la stabilité émotionnelle, de la capacité à prendre du recul, et pas des petits foufous qui cherchent l'adrénaline à tout prix, quoi. Ok, donc toi, t'étais déjà en couple à ce moment-là? Ouais, Enfin, j'étais déjà calé dans une vie et le GIGN, qui était déjà un projet, est venu s'insérer dans la vie que j'avais déjà. À quel moment, du coup, tu vas te dire, bah, moi, en fait, ce que je veux faire, c'est pas juste être au GIGN, mais c'est être négociateur?
Assez rapidement, il y a une mission bascule fondatrice où ça rebipe une énième fois dans la semaine à 2 heures du matin. Je monte dans la voiture. Je traverse la France à plus de 200 km/h. Je me mets derrière mon fusil de sniper parce qu'il y a un forcené qui retient quelqu'un dans une maison au milieu de la nuit. Il y a la colonne d'assaut qui se met en place, le chef qui donne des ordres et je vais attendre pendant des heures qu'il se passe un truc. Mais je vais faire des comptes rendus à la radio en voyant le gars passer avec son fusil d'une fenêtre à l'autre et de l'étage et ainsi de suite. Et à un moment donné, j'entends à la radio, c'est bon les gars, vous pouvez revenir au véhicule. Le gars s'est rendu à la négociation, on rentre. Et donc là, je vais ranger mon fusil de sniper, je vais retraverser la France à 200 km/h et reprendre ma journée classique après un café pour m'entraîner, ainsi de suite. Et là, je vais me dire, putain, si c'est ça le job, c'est nul. Donc, je veux pas tout le temps ne rien voir de ce qui se passe. J'ai besoin d'avoir, d'être plus souvent au cœur de l'action. Et donc, je vais choisir la négociation, moi, pas pour la beauté de la psychologie ou de comprendre les gens, mais c'est pour être en capacité d'être au centre de l'action quoi qu'il arrive. Soit il n'y a pas de négociation, je serai dans la colonne d'assaut, je vais intervenir. Soit la colonne d'assaut est inopérante et n'a pas le pouvoir de rentrer ou de faire sortir les gens, et je vais faire sortir cette personne à la négociation. Et donc je serai au cœur d'une autre forme d'action. Soit, et c'est le cas en France et c'est rare dans le monde, les négociateurs sont issus des colonnes d'assaut opérationnelles et en font partie intégrante. Donc tu peux te retrouver négociateur avec ton équipement et une arme à la main et négocier depuis l'intérieur d'une maison ou d'un couloir jusqu'à la dernière minute. Tu vas tenter de tendre une main à la personne pour qu'il ou elle puisse sortir. Et ça, c'est un modèle qu'il n'y a pas à l'étranger. Parce que c'est compliqué et coûteux. Par exemple, ça coûte 150 000 euros à peu près de former un opérateur du GIGN. Et quand tu prends le modèle des États-Unis, par exemple, tu as les SWAT qui sont les équipes d'assaut, et tu vas avoir un négociateur qui arrive avec ses souliers vernis, son parapluie et sa voiture, et qui va prendre son haut-parleur et qui va être une pièce rapportée qui va se joindre à l'assaut, qui d'ailleurs est souvent en bisbille dans les films avec les opérations, alors qu'il y a vraiment une cohésion ou une insertion dans la tactique et dans la stratégie globale. Un négociateur va travailler main dans la main avec le chef tactique, au même titre qu'il y aurait pu avoir une infiltration par un autre point, qu'on pourra envoyer un chien, du gaz. C'est un outil, au même titre qu'un drone ou qu'une caméra. La négociation est un outil dans la main de l'intervention globale. Et ça, toi, ça te crée pas un biais, le fait que tu aies les doubles casquettes, que tu te dis, voilà, je suis dans la négociation, mais là, potentiellement, je peux en finir, j'ai ma brigade avec moi, je peux écourter ça. Ou au contraire, franchement, j'ai pas trop envie d'intervenir, je veux vraiment qu'on trouve une solution. Alors moi, ça crée plutôt une synergie, une plus-value intérieure. Alors ça crée des tensions avec mes camarades de temps en temps, parce qu'effectivement, quand tu t'es entraîné toute ta vie pour intervenir et que tu t'entraînes toute la semaine, de tous les mois, de toute l'année pour intervenir, et qu'il y a un mec qui fait sortir le gars, il y a une partie de toi qui est contente parce que la devise de l'unité, c'est s'engager pour la vie, et le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit blessé et qui meure. Mais il y a une partie de toi qui dit, fais chier, en fait, j'avais envie d'y aller, d'intervenir et de rentrer dans l'action. Donc, moi, j'ai jamais trop eu ce problème-là parce que soit j'allais le chercher par la force, soit j'allais le chercher par l'influence, par la parole et par les émotions. Et donc, j'étais plutôt gagnant dans toutes les situations. Et tu es résistant à la pression de tes homologues. Voilà, Ouais, alors c'est une vraie fausse pression, c'est plutôt des taquineries, c'est plutôt des blagues un peu caustiques de temps en temps. Mais dans le fond du fond, les opérateurs, les hommes et les femmes qui sont dans ces unités-là ont surtout envie que ça se finisse bien, quoi. Comment tu t'es formé au début? Tu as commencé où? Il y a une formation de négociateur au GIGN. Il y a 3 niveaux. Au début, tu es négociateur de premier niveau. Tu fais toutes les crises chaudes, les choses qui se passent rapidement, les forcenés, les suicidaires, les prises d'otages. Et puis, à l'issue de cette formation, tu dois valider en mission opérationnelle et réelle le fait de gérer un forcené, gérer un suicidaire, gérer une prise d'otage. Et une fois que tu as fait ça, tu as le droit d'accéder 1 an ou 2 plus tard au niveau 2. Et donc là, tu vas gérer toutes les crises froides. Donc les enlèvements, les extorsions de fonds, les choses qui sont plus longues et qui s'égrènent dans le temps, qui sont plus stratégiques aussi. Une fois que tu as validé ça réellement en mission, tu as droit d'accéder au 3e niveau qui est coordinateur en négociation de crise, où là tu deviens un maître d'orchestre des négociations multiples ou de négociations à l'étranger. Et tu rentres aussi dans des dynamiques d'expérience, de recherche et développement dans la négociation et ainsi de suite.
Tu dis que pour bien réussir une négociation, il faut comprendre la personne que tu as en face de toi. Est-ce que tu te rappelles de négo raté où la nuit d'après, tu te dis ah mais en fait c'est ça qu'il voulait dire. Mince, j'ai pas compris en fait quand il m'a dit ça, il me tendait une perche et je l'ai raté. Ouais, alors, des négos ratés, j'en ai pas tant que ça. Parce qu'en fait, je vais peut-être dire un truc qui va t'étonner. Mais les négociations au GIGN, avec le recul, c'est plutôt des négociations qui sont simples et cadrées. En fait, je trouve aujourd'hui avec le recul que, alors bien sûr, émotionnellement, c'est intense, voire insupportable quand les gens te disent mais comment tu faisais pour discuter avec des preneurs d'otages ou des forcenés, avec des gamins retenus, machin. Oui, j'entends qu'émotionnellement et psychologiquement, c'est dur, mais stratégiquement et mécaniquement, c'est bien plus simple Il n'y a que deux options. que de vendre un truc à quelqu'un qui n'a pas voulu l'acheter ou de retenir dans une pièce quelqu'un qui peut se barrer. Parce qu'en fait, au GIGN, les négociations étaient captives. Une fois que la personne elle était encerclée, bah, soit ça allait finir dans un bain de sang, soit ça allait finir dans une cascade de larmes, mais à un moment donné, il y allait avoir une fin et c'était là. Si c'était pas là dans l'heure, c'était là dans les 4 heures ou 5 heures. Je trouve que c'est bien plus difficile avec le recul d'avoir des négociations non captives avec des gens qui sont pas obligés de te parler, qui sont pas obligés de rester là, qui sont pas obligés de te rappeler, qui peuvent aller voir quelqu'un d'autre. Et ça, à mon sens, émotionnellement, c'est peut-être moins intense, avec moins d'enjeux de vie. Mais quand ton poste en dépend, quand ton avenir ou ta vie en dépend, parce que bah, tu vends une boîte, tu voudrais sortir alors qu'il ne faut pas sortir, ou tu voudrais pas sortir et il faudrait sortir, ou tu as besoin d'arriver à te débarrasser de ta maison ou de trouver une maison. En fait, toutes ces petites négociations qui paraissent simples, pour moi, elles sont techniquement plus compliquées, mais on arrive plus facilement à se retrancher en se disant ouais, mais c'est pas très grave, ou j'avais pas les bonnes informations, ou c'était impossible de négocier. Non, il y avait un manque clair de lecture de la situation, il y avait un manque d'analyse, et il y a eu des fautes techniques de fait. Mais je les trouve plus difficiles que mon forcené ou mon preneur d'otage. Ouais, c'est intéressant, je m'y attendais pas. En fait, c'est parce qu'il y a plein de chemins possibles dans les petites négociations, entre guillemets. Du coup, on est un peu perdu, on n'avance pas forcément. Là où face à ton preneur d'otage, bon, il faut trouver assez vite une solution. Ouais, et puis il y a une idée de transaction obligatoire. Je veux dire, tu interviens dans une prison, il y a un mec qui retient un maton avec une lame sur la carotide. Bon, dans 2, 4, 6 heures, ça va se terminer. Soit il sera blessé, soit il sera mort, soit tu l'auras sauvé, le gars va prendre perpète et ainsi de suite. Et puis tu vas partir, tu vas rentrer chez toi, tu ne recroiseras plus jamais ce gars-là, peut-être. Alors que ton gamin de 7 ans qui veut plus aller à l'école parce qu'il est en phobie scolaire, machin, je veux dire, demain matin, le réveil va sonner et ton gamin, il voudra toujours pas aller à l'école. Et le lendemain, pareil. Et ça te renvoie un truc sur quel papa tu es, quel éducateur tu es. Ça peut mettre de la tension avec la maîtresse, avec les frères et sœurs, avec ton épouse ou ton mari. Et en fait, ça, je trouve que c'est plus compliqué à gérer dans le temps et intimement que des négociations one-shot dans des univers très extrêmes. Ou à partir du moment où tu es équipé techniquement, où tu as compris ce qui se passait, que tout est captif et que bah, tu lances ton process et que par itération, il y a des trucs qui marchent et qui marchent pas, à la fin, au pire, bon, c'est terrible ce que je veux dire, au pire, il y a des gens qui meurent, mais c'était déjà peut-être le cas et c'était déjà écrit. Et je trouve que c'est moins compliqué de gérer à partir du moment où émotionnellement, tu es OK avec ça, en fait. Un des gros freins à la négociation, c'est l'ego, c'est l'émotion, c'est tout un tas de trucs qui font qu'on devient irrationnel. Comment toi, est-ce que tu as un truc pour rester calme, rester rationnel et ramener les gens qui sont complètement dans un truc irrationnel, les ramener sur une conversation rationnelle? Ne restez surtout pas calme en toute situation. Pitié. Quand je lis des trucs du genre la négociation, c'est faire preuve de sang-froid, c'est maîtriser ses émotions, mais bullshit, C'est pas du tout ça. intersidéral. Les gens qui vendent ça n'ont jamais négocié quelque chose de tendu. Les gens qui disent ça écrivent des bouquins au chaud dans un bureau, mais ne sont jamais confrontés à des émotions avec des gens qui les percutent, qui les insultent, qui les mettent en risque, en difficulté, qui les menacent. Maîtriser ses émotions, c'est absurde. Là, si t'es hyper énervé contre moi et que tu pètes un plomb et que moi j'arrive tout calme et je te dis, enfin mec, calme-toi, regarde l'état dans lequel tu te mets. Tu vas repéter un plomb 2 fois plus en fait. Parce que tu vas te dire, le mec en a rien à foutre. Le mec trouve que mon émotion n'est pas légitime. Le mec m'écoute même pas.
Et donc, tu vas complètement décapsuler, quoi. Ouais. Alors que si je viens me mettre en symétrie avec toi, en connexion avec toi, et j'ai pas besoin de me mettre en colère contre toi, je peux me mettre en énergie haute avec toi, en te disant, ouais, je comprends que tu sois vénère, je comprends que t'en aies plein le cul, je comprends que cette situation, elle te saoule, et en même temps, t'as le droit, vu ce que t'as vécu, vu l'expérience que t'as eue dans ta banque jusque-là, vu ce que t'as sacrifié dans ta vie de couple, n'importe qui à ta place serait complètement collé au plafond. Et en fait, le fait de moi monter un peu dans cette séquence, tu vas te dire implicitement, ok, le mec m'écoute, le mec me comprend peut-être, même si c'est pas ce que j'ai vécu. On peut jamais vraiment comprendre les gens. Et puis surtout, je me sens entendu et j'ai envie de poursuivre l'échange. Et il y a de fortes chances qu'en montant à ton niveau, tu aies envie de continuer à me parler, de vider ton sac et de faire un bout de chemin avec moi. Et moi, je gagne des chances de peut-être te réorienter, te faire redescendre. Alors que si tu es collé au plafond et que je te dis du bas, mais c'est nul où t'es, redescends, bah, tu vas te radicaliser et tu vas remonter encore. Et donc, contre-intuitivement, le fait de venir là où t'es, bah, ça va te permettre de descendre là où les gens te diraient maîtrisez vos émotions, mais arrêtez de dire ça aux gens, C'est intéressant. c'est irresponsable. Ça me fait penser aux médecins voilà, qui, pour traiter la folie d'un patient, rentrent un peu dans leur folie pour leur permettre de redescendre. Ouais. En fait, alors, j'ai géré des grands paranoïaques, des schizophrènes et ainsi de suite. Et c'est assez limité l'idée de rentrer dans la folie de quelqu'un parce que des fois, ça va à des endroits où c'est complètement inattendu, c'est complètement indéchiffrable. Et donc, il y a du risque et de la dangerosité. Mais effectivement, rentrer dans la carte du monde de l'autre, dans sa représentation de c'est quoi le mot respect, ça veut dire quoi être juste, ça veut dire quoi écouter ou comprendre, bah, tu peux pas vraiment savoir ce que ça veut dire pour moi. Par contre, si je viens le questionner chez toi et que tu me l'expliques, je gagne deux choses. Déjà, je suis plus dans ta tête que dans la mienne et je vais commencer à déchiffrer ton mode de fonctionnement. Et la deuxième, c'est que tu te dis que je suis à ton écoute et que j'essaye de créer une connexion et potentiellement tu vas avoir plus envie de me livrer des choses, de rentrer dans une forme d'intimité, qu'elle soit relationnelle, commerciale ou professionnelle. Et donc, je vais gagner en niveau d'influence sur ce que j'estime être le bon chemin à te faire opérer. Tu as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait jamais véritablement comprendre quelqu'un. Bien sûr, c'est la chanson de Michel Berger qui dit pour me comprendre, il faudrait avoir dormi des nuits dans ma chambre à écouter le souffle de mon frère qui dort. Tu peux dire à quelqu'un, bon, ben, je pense que je vous comprends ou je peux essayer de vous comprendre, mais dire à quelqu'un je comprends, c'est, c'est, c'est très égotique en fait. On peut jamais vraiment comprendre les gens, on ne sait pas ce qu'ils ont entendu toute leur enfance, on ne sait pas avec qui ils ont grandi, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, on ne sait pas comment ils l'ont vécu, on ne sait pas comment ils sont construits en termes de confiance, d'estime d'eux-mêmes et ainsi de suite. Donc bien sûr qu'il faut faire un pas vers l'autre, il faut aller se synchroniser. Je dis toujours, je fais toujours référence à ce film je crois que c'est Cameron, James Cameron, Avatar, avec Ouais. ces grands bonhommes bleus là. À un moment donné, ils se connectent et ils tressent leur queue et ils se disent je te vois. Mais ils se disent pas je te vois avec les yeux, c'est je te vois, je te ressens, Ouais. je vis quelque chose que tu as vécu. Et pour moi, la négo, c'est ça. Si tu veux vraiment rentrer en négociation avec quelqu'un qui est de l'agressivité, qui est du déni, qui est de l'opposition, si tu arrives à rentrer dans le monde ou dans la capsule de la personne qui est en face de toi, tu as 1000 fois plus de chances d'arriver à tes fins que si c'est une guerre retranchée avec des arguments, des contre-arguments, ça n'ira nulle part. Je vais encore plus loin. Est-ce que tu penses que les gens se comprennent eux-mêmes quand ils sont dans des états comme ça? Alors, c'est marrant ce que tu me dis là. Quand on a lancé Incognita avec mon épouse et associée, Anne, elle elle vient du monde de l'accompagnement, de la thérapie, de la systémique dans les systèmes relationnels. Elle est profileuse comportementale et en fait, moi, je rentrais d'une prise d'otage en prison et le soir, en faisant la manger pour les enfants, elle me disait est-ce que tu as essayé ça ou ça avec ton preneur d'otage? Et quand elle est rentrée du cabinet où elle avait les pires cas possibles, parce qu'en fait, elle avait une baseline un peu particulière. Quand les gens n'arrivaient plus à traiter leurs propres cas en cabinet, ils lui envoyaient à elle. C'était un peu la sorcière des cas désespérés. Et donc, elle décoinçait des situations inextricables. Et je lui disais, bah, est-ce que tu as essayé ça ou ça avec ton client ou ton patient? Et en fait, quand on a voulu commencer à bosser ensemble, on s'est dit, on a le même job dans des univers différents, mais surtout,
venir comprendre l'être humain dans deux univers difficiles avec deux approches complémentaires, c'est un super truc pour l'entreprise parce qu'on va pouvoir donner des clés de lecture prédictives pour améliorer la communication, le management, la négociation. Et donc, on en est venu à se dire, bah, en fait, les gens, ils nous disent, on voudrait savoir faire ce que vous faites, mais nous, est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Et donc, on a bossé pendant le premier Covid à se dire, bah tiens, on a bossé avec une boîte de com pour se dire, mais c'est quoi ce qu'on fait en fait? Et on en est venu au résultat qui est un triptyque, et c'est ce que tu me disais là. En fait, que ce soit ton gamin qui se roule à la caisse du supermarché ou le conflit irano-américain en ce moment, c'est celui qui est d'actualité, il y a toujours que trois ficelles sur lesquelles tu dois tirer pour défaire le conflit. Et c'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont évidentes et qu'elles sont actionnables, mais il y a qui je suis moi, comment je fonctionne, c'est quoi mon profil, c'est quoi mes besoins, mes risques, mon passif dans la situation, si on est en conflit tous les deux. Qui tu es toi, c'est quoi ton fonctionnement, ton besoin, ton risque, ton passif et ce qui fait qu'on est en opposition. Et ensuite, c'est quoi le contexte, dans quel environnement on est, c'est quoi la situation et quels sont les outils ou les ficelles qu'on peut actionner tous les deux pour faire en sorte qu'à un moment donné, on arrive à trouver un- un- une issue favorable à nos deux objectifs. Et en fait, ce triptyque-là, moi, l'autre, la situation, c'est les paniers qu'on vient remplir dans nos formations et dans nos interventions en coaching ou en accompagnement. On donne de la visibilité aux gens sur leur propre profil et comment ils fonctionnent. On leur donne pour tous les acteurs et les parties prenantes dans la situation. Et ensuite, on vient habiller le contexte en disant, bah, pour telle et telle raison, dans cette séquence, si tu fais tel choix, ça va générer ça ou ça sur cette personne. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Et par itération, on va avancer, mais avec une lisibilité et un éclairage complet de ce qui pourrait se passer. Donc très bien, donc ça nous fait la transition voilà, sur ta nouvelle boîte, donc qui s'appelle, t'as dit Incognita. Incognita, que tu as monté donc avec ta femme il y a Tout à 4 fait. ans, c'est ça? Ouais, on l'a appelé Incognita parce que c'est dans la cognition, dans la tête des gens. En terra incognita aussi, on fait de la gestion de crise, on opère dans des univers très compliqués. Et on a aussi le petit tiré du underscore du 8 sur l'ordinateur parce on a la particularité de faire de la gestion de crise cyber aussi. On négocie avec les hackers et on gère des attaques de ransomware et ainsi de suite. Et donc concrètement, voilà, ça se passe comment? Je viens de voir, je te dis, écoute, je suis brouillé avec mon associé depuis des années, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qui rachète qui, comment on se sépare, tout ça. Bon, moi en te parlant, tu vas screener assez vite, comprendre mon profil. J'essaie de te décrire un peu le profil de mon associé, j'essaie de te décrire le contexte. Et en fait, toi, tu arrives à anticiper, enfin, c'est-à-dire que tu arrives à, selon ma description qui sera forcément très biaisée de la personne, tu arrives à comprendre la personne et te dire, ok, si tu fais ça, il va se passer ça, et à anticiper pas mal d'itérations, quoi. Alors toi, on va te profiler intégralement, on va te poser des questions, on va avoir assez d'outils pour faire ton profil précis. On va te demander ce qui s'est passé dans la situation, comment on en est venu là, et déjà de manière systémique, on va arriver à comprendre quels sont les freins, quels sont les activateurs, quels sont les déclencheurs du conflit. Et ensuite, on va te demander quel est le profil des gens avec qui tu es en bisbee potentiellement. Et ensuite, on va venir renforcer ça avec de l'OSINT, Open Source Intelligence. Aujourd'hui, tu peux aller chercher sur Internet, sur les réseaux, et tu as plein d'outils pour aller screener des gens dans leur parcours, dans leur profil. Et une fois qu'on a ces trois paniers-là, on va proposer des stratégies qui du ressort de nos expériences en se disant, voilà, qu'est-ce que tu veux toi à la fin? C'est quoi ton objectif idéal? Une fois qu'on a ton objectif, on va te dire, ok, qu'est-ce que tu penses de l'objectif de ton adversaire ou de ton interlocuteur? Quels sont vos risques à tous les deux? Et qui sont les acteurs cachés, présents ou auxquels tu n'as pas accès, qui sont les vrais décideurs dans cette situation? Parce que peut-être toi, tu es en bisbille avec quelqu'un, mais il y a une troisième partie ou une partie cachée qui, elle, est la vraie décideuse. Une fois qu'on a fait tout cet environnement, on va te proposer un premier mouvement. On va te donner une analyse, un audit systémique de voilà la situation, voilà ce que tu voudrais, voilà ce qu'on pense que tu pourrais obtenir. Et pour ça, voilà le plan d'action. Step 1, step 2, step 3. Et en fonction de ce qui va se passer, on a des options B, options C. Et on va t'accompagner en conduite sur les premiers mouvements pour voir si nos prédictions de départ se confirment dès le départ et si on peut dérouler la situation jusqu'à ce que tu obtiennes ton objectif. En termes de business, tu fonctionnes comment? Est-ce que tu fais ce premier audit gratuit, et ensuite tu dis, voilà, moi ce que je te propose, c'est une mission d'accompagnement qui n'est pas forcément au résultat. Enfin, ça marche comment? On a plein de manières différentes de faire.
Le truc qu'on fait gratuitement, c'est comprendre la situation de manière succincte. On a des opératrices et des opérateurs qui ont de l'expérience. On n'a pas de rookies dans l'équipe, on a quasiment que des seniors. Et en fait, on a des gens qui sont en capacité de te prendre au téléphone ou en visio, de comprendre la physionomie de la situation, les objectifs, s'ils sont réalisables ou irréalisables, et de se dire, OK, au vu de vous, ce que vous nous exposez, c'est pas pour nous, on va pas pouvoir prendre, on va pas savoir faire, ou il y a des choses qui sont problématiques légalement, juridiquement ou financièrement dans votre situation, qui font que ben, on va pas se saisir de la mission. Mais passer ce filtre-là, on va rentrer dans un système d'accompagnement qui peut se faire de différentes manières. Ça dépend de qui t'accompagne et de l'intensité. Par exemple, on a des premiers forfaits où tu as un nombre d'heures, c'est des systèmes de tickets en fait, et tu déclenches des tickets quand tu veux en fait, et il n'y a pas réellement d'urgence, il n'y a pas réellement d'enjeu. Tu as juste besoin d'un petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui de temps en temps te fait bouger ta campagne ou te booste. Ou alors tu rentres dans ce qu'on appelle nous les appuis opérationnels, et en fonction de bah, ça commence à sentir le roussi et j'ai besoin d'un truc en jour ouvré, en heure ouvrée, ou c'est la guerre. Et là, je veux du jour férié, soir, week-end, et c'est une grille tarifaire différente. Mais Ouais. ce qu'on va faire dans le contenu va être tout le temps la même chose. Ce qui va changer, c'est qui t'accompagne in tutu personae et quelle est l'intensité et le volume d'accompagnement. Ouais, Mais la mécanique de nos accompagnements est toujours la même. Ouais, c'est assez logique comme formule parce qu'effectivement, dans les négociations, il y a des moments où tu sais même pas que tu es en négociation, où tu as envie de l'être, mais tu l'es pas encore vraiment. Voilà. Et puis, effectivement, il y a des moments où ça s'accélère énormément. Quoi. Et donc, on a la capacité d'accélérer, mais de ralentir aussi. Mm. Par exemple, ce qu'on fait, des fois, ça démarre au ticket. Et on fait un mois et demi de ticket avec de l'analyse d'avance de phase, des compréhensions de parties prenantes, des élaborations de scénarios. Et à un moment donné, quand ça appuie sur le bouton et que ça accélère, on passe en full time pendant un mois et demi, 2 mois. Et sur la cicatrisation de négociation ou de crise, on repasse au ticket pendant un mois et les gens repartent dans leur univers comme ils sont arrivés. Quels On est sont hyper tes, souple là-dessus. quels sont tes types de clients? Tu fais pas trop de B2C, je sais pas, de divorce ou de choses comme ça. C'est Pas principalement du encore. B2B. Ouais, alors en B2C, on a quelques petits produits où on apprend aux gens à faire. On leur fait leur profil en fait. On a des profils moi, si tu peux. C'est des petites capsules d'1 heure où il y a un profileur ou une profileuse qui vient te faire ton profil à distance, soit en visio, soit tu te déplaces dans notre agence. Et en fait, à la fin, on te dit comment tu fonctionnes sous stress, c'est quoi tes failles, tes forces dans le boulot, dans les relations, comment est-ce que tu peux progresser et surtout apprendre à te connaître mieux pour déchiffrer des choses ou des blocages ou des dysfonctionnements que tu aurais eu avant et peut-être anticiper les prochains. On a des petits produits en inter-entreprise où on vient faire bootcamper les gens. Ils viennent faire une activité de cohésion un peu force spéciale pendant toute une journée où ils portent un blessé en brancard un peu en extérieur. Mais par contre, nos vrais clients, c'est plutôt le B2B et un peu en B2J, B2J aussi. On a certaines administrations ou gouvernements. Et cela, on les accompagne dans toutes les dynamiques humaines complexes. L'idée de notre gros chapeau, c'est de se dire... alors Anne le dit différemment, elle dit, bon, de toute façon, vous avez une boîte où c'est humain et c'est la merde, c'est nous. Donc c'est hyper large comme cadre d'intervention. Et en fait, notre grand chapeau, c'est les problématiques humaines complexes. Donc on peut faire de la gestion de crise pour les entreprises, on peut faire de la négociation opérationnelle, on peut faire de la réorganisation structurelle, on peut venir faire des négociations syndicales, financières, commerciales. Ça, c'est plutôt l'aspect conseil-intervention. On a un deuxième pilier qui est notre institut de formation Calliope, où là, on vient former la négociation, former au profilage comportemental. On a des coachs, des RH, des chasseurs de tête, des dirigeants, des négociateurs qui veulent vraiment comprendre comment fonctionnent les gens. On a un long cursus qui ressemble un peu à un MBA qui dure 12 journées, qui s'appelle Management Complex, où les gens qui justement ont fait des grandes écoles de commerce, des MBA ou qui ont de l'expérience et qui se disent il y a encore un nombre de situations dans lesquelles je ne comprends pas ce qui se passe ou je n'ai pas de gain de cause et il faut absolument que j'arrive à débloquer ça et on vient leur apporter de la hauteur ou une grille de lecture différente. Et ensuite,
on a un pilier qui s'appelle impulsion, où là, on vient plutôt générer des secousses ou des coups de souffle dans les équipes avec des conférences, des ateliers ou des bootcamps. On emmène les comex et les codires brancarder pendant des heures et on les met un peu sous pression dans un laboratoire de crise pour leur apprendre en peu de temps ce qui va se passer quand la boîte va subir un gros séisme en fait. Et donc savoir ça à l'avance, c'est hyper précieux. Alors je reviens sur la partie un peu profiler, ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà, est-ce que ça ressemble un peu au profil MBTI ou est-ce que ça n'a rien à voir Alors, MBTI, on ne l'utilise pas, elle ne fait pas partie de nos grilles. En fait, on est parti du principe avec Anne de se dire, avoir une grille, c'est trop peu et c'est gourouisant. C'est-à-dire que il y a sûrement des gens qui ont fait le disque et quand tu as fait une journée de formation au disque, tu vois que des gens qui sont vert-bleu ou jaune-vert ou rouge-bleu et ainsi de suite. Et quand tu as fait MBTI, bah, tu connais tes lettres ou en tout cas ton profil, ton agencement. Mais en fait, nous, on a sélectionné quasiment une douzaine. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est bien plus compliqué de venir faire un profil avec 12 grilles, mais c'est bien plus riche et bien plus profond. Et en fait, on ne s'appuie pas sur une grille et ses limitations et tous les angles morts qu'elle a, parce qu'on va te dire que ben, la grille, elle voit ça, mais surtout, elle est aveugle de tout le reste. Et nous, on veut qu'il n'y ait pas de points morts et d'angles morts et de choses qui ne sont pas vues. Donc, on va venir regarder la personne à différents niveaux à 360 degrés. Et en fait, on vient croiser de manière dynamique toutes nos grilles, de sorte qu'on a une espèce d'algorithme de pondération, et on va regarder l'architecture profonde de la personne dans sa structuration de personnalité, ses stratégies de fonctionnement et de comportement dans certaines situations, et même dans sa gestuelle, qu'est-ce qui se passe à l'instant T pour elle, mais qui ne raconte rien de qui elle est à l'intérieur. Et en fait, quand tu as ces 3 niveaux de lecture et que tu les mets de manière dynamique avec toutes ces grilles-là qu'on a sélectionnées, il y en a certaines qu'on a écartées et il y en a d'autres qu'on a gardées, là, tu deviens hyper pertinent, hyper profond, et les gens en viennent à te dire, mais attends, comment tu peux savoir ça alors que ma mère ne sait pas ça, quoi. C'est impossible. Et en fait, je leur dis, c'est pas de la magie, c'est pas des incantations. C'est juste, je le compare souvent à euh, un chien a une truffe où il sent des odeurs que toi tu sens pas. Mhm. Bah, il les invente pas les odeurs, juste il sent un truc que toi t'es pas capable de sentir. Nous, notre travail, c'est de voir, de comprendre et d'anticiper des choses qui sont existantes dans la structure de ton langage, dans la manière dont tu te comportes, dans ce que tu as dit dans le fond. Et, euh, et ça, c'est visible une fois que tu l'as agencé et que tu l'as mis en musique, tu peux avoir des prédictions de comportement de certaines personnes. Et ça, c'est hyper riche en négociation. En plus d'avoir mixé plein de grilles d'analyse différentes, est-ce qu'il y a une partie un peu deep learning ou parfois enfin, empirique où tu vois des nouveaux profils et tu te dis putain mais en fait là ça c'est un nouveau profil qui était un peu inclassable dans toutes les grilles qu'on avait quoi. Il y a, je sais pas combien on est sur Terre, mais Ouais. il y a 7-8 milliards de profils. En vrai. Ouais. En vrai, de vrai, de vrai. Il y a, par exemple, si... c'est intéressant le fil que tu tires à mon sens, pour que les gens comprennent. Si tu prends le disque, tu as 4 couleurs, et donc on dit qu'on a toujours 2 couleurs. Bon, bah, suivant cet algorithme-là, sur la Terre, il n'y a que 8 ou 12 combinaisons. Bon, ben on est d'accord qu'il n'y a pas que 12 typologies de personnes sur cette planète. Si on prend maintenant la grille des énéagrammes, les énéagrammes, c'est une grille où tu as 9 profils, avec les ailes, ça fait 18 combinaisons, avec les sous-types, les 3 sous-types, ça en fait 50 et quelques. Mais il n'y a pas que 50 et quelques profils sur cette planète. Et donc, ce serait dommage de se dire que ce que je vois de toi se généralise et te représente dans ton entièreté. Parce qu'en fait, si je prends le disque et les énéagrammes, il y a des choses que je vais voir dans le disque qui ne correspondent pas dans ce que j'ai compris de toi dans l'énéagramme. Et ce que font les gens en général, qui ont fait une grille de profilage ou qui sont coachs, se disent, ce que je ne comprends pas ou ce qui rentre pas dans mon emboîtement, soit je le vois pas, soit je l'écarte. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est antagoniste, qui se pondère ou qui s'accélère, et une grille de lecture bien plus profonde. Et ça, il faut le prendre en considération, parce que c'est ça qui vient donner de la précision et de la finesse sur le profil de la personne. Donc tu as bien un modèle voilà, qui s'enrichit à chaque fois qu'il rencontre des nouveaux individus. Exactement. Quoi. Et Ok. à chaque fois qu'on choisit d'ajouter des grilles, on démultiplie encore la finesse, la richesse et la complexité du profilage de la personne. Mais on gagne aussi énormément en précision.
Donc à la fin des fins, il n'y a pas un certain nombre de profils finis. Enfin, dans ton algorithme aujourd'hui, non, ok. Bah, il y en a au sens du nombre de grilles qu'on a, mais plus on enrichit et plus on affine et plus on fait des choix, plus on se rapproche de la finalité qui est de dire mais comment est-ce que tu fonctionnes vraiment dans certaines situations. On ne saura jamais ce que pensent les gens, on ne saura jamais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui leur passe par la tête. Par contre, on peut avoir beaucoup de marqueurs euh, récoltés et collectés, lisibles en fait et interprétables, qui vont donner de la prédiction sur comment ça va se passer derrière. Et ça, bah, c'est ce que je faisais moi au GIGN. On avait moins de grilles que ça, mais on les utilisait. Et effectivement, même si elles n'ont pas toutes des fondements scientifiques et ainsi de suite, euh, nous, on se fiait au terrain. On se disait, mais en vrai, ce truc-là, est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas? Oui, il marche 9 fois et demi sur 10. Alors on le garde parce qu'il est valable. Et Anne faisait la même chose en cabinet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de biais de confirmation quand on te dit, voilà, toi, t'es comme ci, t'es comme ça, tu vois, de la même manière que quand tu vas voir un voyant, une voyante, voilà, tu te dis, ah oui, carrément, c'est ça, ça me parle. Tout à fait. Bah, en fait, nous, quand on fait des profils, dans ces profils moi par exemple, ou quand on profile les dirigeants dans des opérations qui sont bien plus complexes avec des enjeux bien plus compliqués, euh, si je te montrais le profil de cette personne et que je te faisais ton profil, il n'y a pas d'effet Barnum. Tu peux pas te dire, ah oui, je lis le truc, ça marche pour tout le monde parce que je dis un truc cool, un truc pas cool, je dis blanc et noir, et puis je dis un truc et son contraire, et donc en vrai, ça va à tout le monde. Non, ça c'est de la rhétorique, c'est de la manipulation, mais quand on vient dire à quelqu'un, dans des environnements hostiles, tu vas être plus galvanisé par le challenge et tu vas plutôt être en colère dans des situations où tu es en difficulté et que la personne d'à côté, tu lui dis les situations où il y a de la difficulté, tu vas te recroqueviller sur toi-même, tu vas te mettre à l'écart, tu vas te mettre en sécurité ou te couper du monde et tu vas avoir besoin de réfléchir. Bon, ben mécaniquement, tu vois bien que quand je te donne ces deux tout petits exemples, tu peux pas dire que ça va à tout le monde. Il y a deux comportements diamétralement opposés. Et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. On vient demander à la personne si elle confirme de sa connaissance d'elle-même et de son récit de vie qu'elle nous a livré, à combien de pourcents ou à combien sur une échelle de 1 à 10 elle est valable, enfin elle est en accord avec ce qu'on lui a dit. Une fois que j'ai fait mon test, que tu me donnes mon profil, est-ce que ça me permet quand même d'anticiper des choses qui sont désagréables, que je provoque chez les gens, en fait, de travailler avec moi, d'interagir avec moi? Et en fait, à cause un peu de mon profil, bah, systématiquement, je me retrouve un peu dans les mêmes bourbiers parce que, je sais pas, pour une raison ou pour une autre. Bah, surtout, c'est déjà, en fait, commencer à comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on en vient à se comporter comme ça, quelles sont les raisons, les besoins, les risques latents et les objectifs que tu cherches à atteindre de manière déguisée ou cachée ou inconsciente quand tu te comportes comme ça, c'est déjà le premier pas d'avoir l'envie de changer ou de progresser. Et en fait, c'est à partir de là souvent que les gens se disent, ok, ce comportement, il ne m'allait pas parce que je ne le comprenais pas, mais maintenant que je le comprends, je l'assume et c'est ok. Ou alors, on a des gens qui disent, maintenant que je comprends ce comportement, je sais pourquoi il est là et ça ne me va plus vraiment et je veux que ça change et je veux travailler là-dessus. Et donc, on a des systèmes d'accompagnement, de coaching ou de changement pour les gens à ce niveau-là qui se font à partir de ça ou dans le cadre d'une mission, d'une opération sur laquelle on les accompagne. On peut tout changer pour toi. J'ai un profil, un jour, j'ai vraiment envie de bosser dessus. Je peux revenir 2 ans après, avoir un profil assez différent. Alors psychologiquement, émotionnellement, on peut pas mal changer. Ok. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus compliquées ou profondes à changer, mais en fait, tu t'es construit à partir d'expériences fondatrices et tu as changé au fur et à mesure de ta vie à partir d'expériences correctrices. Et donc ça, tu peux toujours en vivre jusqu'à la fin de tes jours. Et il y a plein de choses que tu vas pouvoir changer. D'ailleurs, on change tout le temps, en permanence, psychologiquement, au gré de nos rencontres, au gré des choses qu'on écoute. Sûrement qu'il y a des gens qui vont regarder ou écouter ce qu'on est en train de se dire et qu'il y a peut-être une phrase ou un mot qui vont faire que, bah tiens, je vais changer ça dans ma vie et je vais tenter de bouger ça. Et oui, je crois profondément au fait qu'on puisse changer. C'est ce qui fait que je me dis que quelqu'un qui a un flingue qui est enfermé peut finir par le poser alors qu'il n'avait pas prévu de le faire.
qu'une négociation qui paraît être complètement nécrosée peut se décoincer comme par magie et que les gens continuent d'aller en cabinet ou se faire accompagner thérapeutiquement. Mais, mais par exemple, une discussion entre amis ou en famille peut provoquer des changements. C'est le principe de l'éducation, c'est le principe de l'apprentissage. Et je suis profondément persuadé qu'on peut changer énormément de choses personnellement et pour les gens. Moi, j'ai une vision, tu vois, qui est peut-être un peu naïve. Hein. J'ai 34 ans. Bon, à 20 ans, tu comprends rien. Enfin, en tout cas, quand tu es un mec, les mecs sont souvent un peu moins matures. À 30 ans, j'ai l'impression d'avoir à peu près compris qui j'étais. Et j'ai l'impression depuis de dérouler ce truc-là. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai compris, bon, je comprends un peu plus des finesses et tout ça. Toi, tu vois pas la vie de la même manière. Enfin, c'est-à-dire, tu as l'impression, toi, d'avoir pas mal changé par rapport à il y a 10 ans ou par rapport à il y a 15 ans. Énormément. Ouais. Énormément. Et effectivement, j'avais l'impression d'avoir le secret de la vie à 30 ans. J'ai l'impression encore de l'avoir plus aujourd'hui. Et en réalité, je ne l'aurai jamais réellement. Ouais. Et c'est ce Dunning-Kruger où on se dit, moins on sait, plus on a l'impression de savoir. Et plus on sait, et plus on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Et on peut creuser des champs de la négociation, mais on peut creuser d'autres champs. Et sûrement que tu as eu des tas d'invités qui ont creusé des sillons dans leur expertise métier. Mais j'essaye systématiquement d'avoir assez de confiance pour apporter quelque chose de solide pour que les gens puissent s'appuyer là-dessus et les faire avancer, les faire progresser. Et dans le même temps, j'essaye d'avoir assez d'humilité pour être tout dans un apprentissage permanent, une remise en question qui me permet d'une certaine manière de continuer à progresser. Ce que tu décris, moi, c'est exactement ça. C'est à 30 ans, je suis arrivé dans l'incompétence consciente. Je sais que je suis naturellement nul dans tous les domaines. Et c'est un truc qui m'a énormément aidé. Parce que quand tu sais pas que tu es nul, c'est compliqué de progresser, quoi. En fait, ce cursus, il existe partout. Tu l'as en marketing avec l'awareness de ton client. Est-ce que ton client, il ne sait pas qu'il a un point de douleur et puis ensuite tu viens lui dire qu'il a un point de douleur et puis tu mets en face de son point de douleur un produit et puis et ainsi de suite. En fait, tu fais rentrer dans des funnels, dans des tunnels de vente. En thérapie, c'est la même chose. Est-ce que ton patient, il est au courant qu'il a un problème? Après, il a un problème, mais il s'en fout, il veut pas le régler. Et ensuite, il veut le régler, mais il sait pas comment, et il finit par arriver dans ton cabinet ou dans ton institut pour dire bah, je veux de l'aide. Bon, bah, chacun à notre niveau, c'est la même chose pour tout dans nos relations de couple, de parents, professionnels. On, on traverse ces quatre étapes que tu décris là, d'inconsciemment compétent, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, je suis nul et je sais que je suis nul. Et je deviens consciemment Consciemment compétent compétent. parce que j'ai travaillé jusqu'à ce que je rentre dans la virtuosité et que je devienne inconsciemment compétent. Bah, ce truc-là, on le traverse systématiquement dans tous les domaines, en fait. Mais ce que je trouve important, moi, toujours, c'est de revenir dans des boucles de consciemment compétent. Par exemple, une négociation qui se passe super bien. Tu as fait une négo, la énième négociation, mais pour un truc différent, et tu l'as bien fait. Et pour moi, ce qui est terrible, c'est de ne plus savoir pourquoi on fait bien les choses et pourquoi ça marche. Et on ne fait carrément pas de débriefing pour un truc qui s'est bien fini. Je dis, mais si tu ne sais pas pourquoi et comment tu fais bien les choses, le jour où ça va plus être possible, tu ne sauras plus comment bien le refaire. Par exemple, quand je bosse en prépa mentale avec des sportifs, bah, moi, je ne vais pas apprendre à tirer un penalty à Mbappé ou à putter à Tiger Woods. Mais par contre, le jour où il n'arrive plus à le refaire ou que ça déraille, je vais savoir quel chemin lui faire emprunter psychologiquement ou émotionnellement pour arriver à re-raccorder l'expertise de son geste. Parce que peut-être il a oublié à un moment donné de construire un chemin mental et émotionnel et physique de comment est-ce que j'arrive à bien faire les choses. Ben, en négociation, il faut absolument faire la même chose. C'est très dur d'analyser un succès, quoi. Comment tu fais? Enfin, tu vois, je reprends ton exemple de Mbappé, tu mets le but, tu te dis, bon, c'est parce que je suis bon. Enfin, comment est-ce que Ben, tu analyses au même titre que tu analyses un échec. C'est prenons mécaniquement la séquence. Comment est-ce que tu as quitté le rang des joueurs, finale de Coupe du Monde? Comment est-ce que tu as quitté les joueurs du rang? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Quels étaient les bruits? Quelle était ta voix intérieure? Quelles étaient tes sensations du corps? Quand tu as posé le ballon et que tu as regardé le gardien, qu'est-ce que tu t'es dit? Quand tu as pris ta course d'élan et que tu n'as pas fait comme d'habitude dans tes vidéos, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait et ainsi de suite. Et on va tout redécortiquer et on va mettre comme deux radiographies à côté. Qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'il y a une fracture? Bah, tu vois une radio où il y a un trait, il y a une radio où il n'y a pas un trait. Bon, ben là, on va redécortiquer le process, la séquence mécanique, physique, intérieure, émotionnelle, psychologique dans le dialogue. Et une fois qu'on a compris quelle est la différence de ces deux trucs,
on va commencer à précisément rebouger des choses pour voir si quand on arrive à replaquer, ça se reproduit et qu'on arrive à créer un ancrage de réussite en fait. Et ça, tu peux le plaquer à n'importe quelle chose. Sur du pilotage automobile, sur de la finance, sur du marketing. Ouais, moi, ton exemple me parle beaucoup dans les jeux vidéo. Moi, j'ai eu un petit passage dans les jeux vidéo semi-pro où tu fais, en fait, dans le moment où tout se joue et il y a le stress énorme, en fait, tu essaies de te replacer dans les conditions, comment tu étais, quel stress, et tu te vois faire le move qu'il fallait faire, quoi. Et pour que quand ça se reproduit, bah, tu as cette lucidité et ça te paraît simple, quoi. Pour reprendre des exemples concrets en business, est-ce que tu peux nous raconter une histoire récemment en business où, je sais pas, quelqu'un vient te voir, pensait qu'il n'y avait plus de solution et tu lui fais changer de perspective ou tu lui fais voir un angle qu'il n'avait pas du tout anticipé? Dans le monde de la mode, on va dire, j'ai eu un client qui était en conflit ouvert avec quelqu'un qui est connu mondialement et qui est extrêmement riche et qui a commencé, alors qu'il y avait une collaboration qui durait depuis des années, qui a commencé à attaquer via des articles de presse ou via certains réseaux cette personne en l'accusant de l'avoir berné en fait pendant des années. Et en fait, c'est parti à coups d'avocats. Et c'est parti à coups de gros avocats, de cabinets d'avocats, de procédures en France, à l'étranger. Et en fait, on en est venu à un moment donné, je rentre sur ce dossier, la personne est complètement au bout du rouleau, elle se dit, mais je vais perdre ma marque, je vais perdre ma notoriété, je suis en train de me faire traîner dans la boue, et en fait, je n'arrive pas à avoir gain de cause et à lui faire entendre raison. Et en fait, j'arrive sur les premières réunions où c'est des réunions de guerre entre avocats, où là, on analyse typiquement la procédure, les fautes, les faux pas, la mécanique de certains dossiers, de certains contrats, de certains agissements. Et en fait, je m'aperçois qu'on a complètement déshumanisé un truc qui est... je suis dans la cour d'école et t'es plus mon copain, en fait. Donc, je dis, on va remettre de l'humain, on va remettre de la lisibilité, on va remettre de l'émotionnel, on va remettre du contact direct. Et je fais en sorte que il y a un espèce de standstill, de break avec les avocats. Et je commence à rentrer avec cette personne dans une phase d'analyse de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle pourrait perdre et de ce qu'il faut accepter de perdre. Et de lui demander, après avoir profilé la personne qui est en face, de dire on va recréer un canal d'intimité, ou en tout cas un canal en parallèle, où on va montrer qu'on n'a pas peur, mais montrer qu'on n'est plus dans la provocation ou dans l'affrontement, qu'on montre ses mains et qu'on remonte ses manches et qu'il n'y a pas d'atout caché ou qu'il n'y a pas d'armes cachées. Et en gros, de se dire, voilà, je pense qu'on est allé super loin. Sûrement qu'il y a une vraie raison à ce que tu aies fait ça. Même si ça m'a blessé, même si tu l'as fait parce que je t'ai sûrement blessé. Et en fait, je voudrais qu'on arrive à peut-être pas se rencontrer parce qu'on n'est pas prêt, mais peut-être qu'on arrive à avoir une discussion d'être humain à être humain, sortie de nos avocats, ou si tu as besoin qu'il y ait une tierce personne neutre, faisons-le. Et en fait, qu'on arrive à se dire les choses, et après, peut-être que ça ne changera rien, peut-être que ça ne réglera pas le problème, mais j'ai besoin, moi, au vu du respect qu'on a eu pendant longtemps ensemble, au vu de ce qu'on a partagé, des réussites qu'on a eues ensemble, j'ai besoin au moins qu'on termine proprement ce truc. Et si ça doit être une guerre nucléaire derrière, ben tant pis, en fait, j'aurais eu au moins le sentiment de te respecter, de me respecter, de faire les choses. Ça a pris 10 jours, 2 semaines. En plus, on avait un ultimatum juridique à l'international. Il fallait absolument soit appuyer sur le bouton rouge et lancer la guerre, soit arriver à trouver une solution. Et en fait, après 6 ou 8 mois de guerre, d'intervention, d'articles dans différents pays dans le monde, d'avocats, de juridictions, de machin, on a réussi à réouvrir un canal de discussion. On a réussi à recréer une visio avec un tiers de confiance. Et on a réussi à recréer une rencontre. Et on a réussi à faire en sorte que ce contentieux se règle. Alors que ça aurait pu être une guerre nucléaire et les deux auraient pu perdre des millions, voire des dizaines de millions bêtement en fait. Donc c'est un tiers de confiance qui a réussi à dire aux deux, écoutez, parlez-vous, faites-vous une visio? Non, c'est la première étincelle de l'impulsion de la personne que j'accompagne qui à un moment donné arrive à prendre de la hauteur, sortir du cercle vicieux dans lequel elle l'a entraîné
dans laquelle elle s'est fait entraîner, elle s'est fait trianguler en fait avec les avocats, les journalistes, la personne en face. La personne en face est elle-même fait trianguler et emmener dans un cercle vicieux. Et en fait, tout le monde est en train d'être dans une tempête de laquelle on ne comprend plus les tenants, les aboutissants, de laquelle on ne sait pas comment sortir. Et en fait, le fait de dire à la personne stop, là, euh, faisons un pas de côté. Est-ce que tu te sens capable de faire ce que je te demande? Parce que, et c'est là où je vais te demander de me faire confiance juste pour traverser ce mur de flamme et faire le premier pas. Parce que si tu arrives à faire ça, on risque d'avoir ça. Et si on a ça, on va avoir ça. Et si on a ça, bah, peut-être ça marche. Et j'en ai aucune absolue certitude. Mais ce que je sais, c'est que si on ne fait pas ça, c'est mort. C'est Hmm. foutu, ça va se finir dans un bain d'articles dégueulasses avec des millions de dépensés. Et en fait, ce qui a changé, c'est pas autre chose que la personne qui, en termes d'intention et de positionnement, a décidé de changer diamétralement ce qu'elle faisait jusque-là, et elle a changé le cours de la trajectoire de ce conflit, en fait. C'est que le peu, bon, j'ai bien sûr, bien évidemment négocié beaucoup moins que toi, mais le peu que j'en ai appris, c'est que une fois que tu es par avocat interposé, tu as tellement moins de ficelles sur lesquelles tu peux jouer, quoi. Il y a plus d'humain, il y a plus rien en fait. C'est du juridique, du légal, et en fait, tu as réduit ton champ des possibles considérablement, quoi. C'est un divorce. En fait, quand tu divorces de ta femme ou de ton mari, ce qui est terrible, c'est qu'il faudrait, pour arriver à réussir ce divorce, mieux communiquer alors que tu n'es plus avec cette personne que du temps où tu y étais encore. Et en fait, c'est complètement antinomique sur le papier. Et en fait, ce qui fait que ça part en vrille, c'est qu'il y a de la distance, c'est qu'il n'y a plus les formes, c'est qu'il y a des tierces personnes intermédiaires en l'état des avocats. Et qu'en fait, si tu n'arrives pas à garder assez de recul et te dire je suis en sécurité émotionnellement, mais il faut que j'arrive à sentir autant les coups que je donne que ceux que je reçois, parce que souvent c'est l'inverse, alors je vais réussir intelligemment à gérer cette situation. Et en fait, c'est ce que j'expliquais aux opérateurs du 17 quand ils reçoivent les appels la nuit. Je formais sur la crise suicidaire et je leur disais, vous êtes au téléphone, donc vous perdez de l'influence et de la capacité à faire changer les gens, mais vous gagnez en confort parce que vous êtes dans un bureau à peut-être 50 km de la personne, il ne peut rien vous arriver. Je dis, mais ce que vous gagnez, vous perdez, il faut arriver à le mesurer pour arriver à garder en efficacité. Là, dans cette situation, être par avocat interposé, on gagne du confort ou de la sérénité si on leur fait suffisamment confiance et si la stratégie est bien établie et que les limites gauche et droite et le mandat est bien écrit. Mais on perd aussi en influence et en pilotage de la situation à plein de moments. Hmm. David, petite question rituelle. Voilà, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaît un peu dans ton profil, qui aimerait bien avoir le même type de parcours que toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais au David qui a 20, 25 ans et qui t'écoute? De noter scrupuleusement tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce que je retiens, c'est que l'expérience, le débriefing, ou en tout cas les situations compliquées à vivre, demandent systématiquement une repasse ou un recul ou un enrichissement, et qu'effectivement, on peut avancer bien plus vite avec des zones d'apprentissage bien plus efficaces lorsqu'on arrive à recréer les environnements dans lesquels on a été en difficulté pour arriver à monter en compétence. Et effectivement, ce que j'ai pas assez fait quand j'étais négociateur à l'unité, c'est de noter systématiquement les profils, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a résolu la crise. C'est un truc que j'ai fait quand j'ai commencé à faire du coaching dans le sport et ça m'a beaucoup aidé pour créer une méthode d'accompagnement. Mais capitaliser et de temps en temps regarder en arrière sur des choses qui se sont pas forcément bien passées, et c'est la courbe de l'apprentissage que tu évoquais tout à l'heure, c'est vraiment un gage d'avancer bien plus vite dans des environnements en gagnant du temps à la fin. Donc tu écris les faits, ce qui s'est passé, ou tu écris aussi comment toi tu t'es Ouais, senti, les trucs qui t'ont l'intégralité de bloqué ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ces cold cases vont te servir systématiquement à recréer du savoir, avoir de l'assurance, de la confiance en tes compétences et savoir quelles sont les zones d'ombre à éclairer ou les trous dans ta raquette de compétences à combler. Et ça permet d'avancer bien plus vite et de manière plus efficace. Dans ta brique gestion de crise pour les entreprises, c'est un peu ça que tu fais, d'essayer de les repositionner dans un moment où il y a eu un échec, il y a eu un blocage. Ouais, il y a toujours un débriefing à chaud émotionnellement de qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en retenez. Et il y a toujours un débriefing à froid de
quelles sont les actions de remédiation qu'on doit mettre en place pour que vous arriviez à progresser et que vous ne retombiez pas ou que vous ne rechutiez pas sur les mêmes pièges la prochaine fois. Parce que ce soit individuellement ou collectivement, l'apprentissage et la montée en compétences et la certitude d'aller dans le bon sens. David, merci beaucoup. Pour moi, c'était passionnant. En tout cas, j'ai appris plein de Merci à choses. toi. J'espère que c'était aussi passionnant pour vous. Merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Je vous laisse toutes les informations sur David Corona en commentaire, voilà, et en description de la vidéo.